Bonjour, ici dans Christophe Valentin Tutoie Show épisode 22. On va lire pour l'examen pour demain en histoire, géographie et éducation civique. Ok? Bon. Voilà, j'ai des fiches. Attention, ça va durer à peu près longtemps. Ok? On va commencer par l'histoire, si vous préférez. Enfin, l'histoire-géographie. Bon. Tiens, le dossier numéro 1. On va commencer. Liberté, égalité, fraternité et laïcité. Parce que laïcité, c'est une question de vocabulaire. On va commencer par le 1. Laïcité, c'est une longue histoire. Depuis 1789, nul doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Les trois religions, musulmanes, judaïsme, enfin juifs, chrétiens, les christianismes. En 1792, transfert des registres d'état civil de l'Église aux communes. En 1796, l'État commence à prendre en charge de l'action en faveur des plus démunis. Désolé. 1804. Accord de loi civile commune à tous sans distinction de religion, des dieux. En 1881, à la fin de la 19e siècle, à la fin du 19e siècle, même 1882. École primaire publique, gratuite, laïque et obligatoire. Quand que l'école est devenue gratuite, on peut commencer à travailler avec laïcité de la religion. Laïque. Et c'est obligatoire. 1884, rétablissement du divorce. Si jamais c'est quelque chose qui ne va pas, ça divorce tous les gens. Et la séparation. Divorce, c'est la séparation. 1886, l'excitation des personnels de l'enseignement primaire public. De CP, CE1, CE2, c'est pas encore ça le nom du CM1, mais on dit primaire. Ça va aller plus vite. 1905, la République ne connaît le salarié ni le subventionne aucune culte. En 1946, la France est une république indivisible, on dit ça indivisible, laïque, démocratie et sociale, la liberté sociale. Démocratie, c'est la liberté de faire vivre tout le monde. La réaffirmation du principe de neutralité du service public. En 1959, à la fin des années 50, organisation des rapports entre les États et les établissements privés de l'enseignement privé, comme par exemple le collège privé, l'école privée. Ça, c'est quand même chaleureux. Avis du Conseil d'État. Sous le port de signes religieux à l'école. À l'école de la religion que peut travailler pour tous. C'est en 1989. En 2004, la loi encadre le port du signe religieux dans les écoles, collèges et lycées publics. Ça, c'est tout le monde travaille. Comme par exemple moi je suis à la fin du terminal bac. Là je passe en examen demain. Et bah c'est pour ça que je vais vous filmer pour que je comprends, pour comprendre à lire ce qui se passe. Et même vous, pour étudier plus tard. En 2013, charte de la laïcité. Ça, vous connaissez, charte de laïcité.
C'est une période d'histoire après, après la Bastille. Après la Bastille, ça commence à avoir de la laïcité. Ça, après le 14 juillet, même avant peut-être, je sais pas. Alors, ça qui a jamais libre depuis la laïcité, c'est une question. On va lire, mais pas beaucoup. Un ignorant n'est jamais libre, il se guide par les préjugés, le préjugé comme ou comme les contes. Je vais dire les préjugés de son milieu ou les contes de sa grand-mère. C'est une histoire de l'école de la religion. C'est en fait crasse, c'est parce qu'il ne croit pas que c'est un dieu. Eh ben non. Le prof croyait pas en Dieu. Et en plus, laïque, ça vient du mot grec. Le grec, c'est la part allos. Le peuple ordinaire est par opposition à ceux qui sont à partie cléros. Les clercs, il y a beaucoup de croix laïcs. Les laïcs, c'est avec les écoles de la religion, ils croyaient pas beaucoup de monde qui croit pas en Dieu. Fais attention. Et après, plus tard, dans l'article de la loi, eh ben, on va lire dans l'article 1. Et enfin, 2, 3, jusqu'à 28. Mais article 1, article 2, article 3 et après article 28. On va lire. Article 1. C'est la loi. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seuils restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Ça, pour en sentir tous que la liberté reprend son main. Parce qu'il garantit pour l'exercice des cultes, pas l'ordre. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier, le 1er janvier qui suivra la promulgation et la présente loi seront supprimés les budgets d'État, des budgets de l'État et départements et des communes, des villes, communes, les départements et les États, la population. Parce que sinon la population ne croit pas ça, parce que sans le budget d'État, il risque d'avoir des problèmes. Toutes les dépenses relatives à l'exercice des cultes pourront toutefois être inscrites au petit budget. Les dépenses relatives à des services aumôneries et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que le lycée, le collège et l'école, l'hospice, l'hôpital, l'asile et la prison, et même aussi tout. Excusez-moi. L'article 3. Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par des agents de l'administration des domaines. Ça fait du bruit les mobilettes. Enfin, ouais, un petit peu, ça fait du bruit les mobilettes. Bon, on était où? Des domaines à l'inventaire descriptif, estimatif, à des biens mobiliers et immobiliers, destine établissement. Ça, pour les domaines publics.
Article 28. Il est interdit à l'avenir d'élever ou d'apposer aucun signe ou l'emblème religieux sur les monuments publics, en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servent au culte, des terrains, des sépulcres, dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou l'exposition. Parce que comme c'est interdit de déplacer les statues des musées, par exemple, aussi des cimetières, ça, il n'y a pas le droit de faire d'élever sur les monuments des musées, des cimetières, ça, c'est protégé. Et en plus, c'est depuis 25%, interdiction de manifester son appartenance de religion, des religieuses, dans les services publics. 14%, les refus, il a été refusé par la forme, toutes les formes de communicatif, enfin, communautarisme. 10% d'absence de participation de l'État, de l'éducation, du lieu de culte. Et enfin, 51%, c'est beaucoup à peu près à la moyenne, possibilité pour chaque citoyen de pratiquer sa religion. Ça, on a vu, voici le Charlie Hebdo. C'est hors série, là il est marqué hors série Charlie Hebdo. La laïcité, ce sont les trois religions. On a parlé juifs, musulmans et chrétiens. Voilà. Et même dans les entreprises, pour les écoles, dans le monde. Voilà. Tout ça, ça reconnaît pour l'école de laïcité, pour apprendre à devenir les chrétiens, les musulmans et les judaïsmes. Ça. Depuis la Constitution de 1946, le principe de laïcité a acquis d'une valeur constitutionnelle. L'article de la Constitution, de la Constitution de 1958, reprenant de l'article 1 de la Constitution de 1946, affirme ainsi que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Ça. Et depuis à peu près 1900, la loi décide de séparer l'Église et l'État. Ça aussi. Voilà. Là, c'est toujours en histoire, mais une autre partie. Les États-Unis et le monde. 1917 à 1989, à la fin des années 80. En 1917, les États-Unis s'engagent résolument dans les affaires du monde. À partir de 1945, ils ne cessent d'affirmer leur vocation mondiale et mènent une politique étrangère offensive. Problématique selon quel principe, sous quelle forme et quels moyens. Ça, on écoute. La guerre froide, c'est le début de la guerre froide, ce qu'on appelle du plan Marshall. Le plan Marshall, c'est le début de la guerre froide. C'est depuis en 1947, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, bah c'est fini. Hein. Et après, c'est en 1945, après 2 ans plus tard, en 1947, les États-Unis décident d'accorder une aide économique massive aux pays européens, mais malheureusement détruits par la guerre. Bah oui, les bâtiments sont détruits à cause de la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale. Même aussi la Première Guerre mondiale, ils décident de reconstruire. Mais après la Seconde Guerre mondiale, aussi les bâtiments sont détruits par la guerre. Donc, ils décident de repayer pour reconstruire à l'aide économique. Ça. Et dont la relance d'économie s'achève difficile. Le plan Marshall. À quoi consiste cette aide? Quels en sont les enjeux et les pays bénéficiaires? Vous voyez,
dans le premier document l'annonce du plan Marshall. C'est importé par l'étranger, par exemple l'Italie, la France, tout, importé de l'étranger, notamment d'Amérique, sont entièrement le plus grand. Bah oui, le pays est plus grand comme la France, l'Italie, l'Espagne. Sont tellement le plus grand que sa capacité actuelle de paiement qu'elle devra recevoir une aide supplémentaire très importante ou exposer une dislocation économique, sociale et politique très grave. Excusez-moi, parce qu'il fait trop de bruit. Les conséquences sur l'économie américaine seront claires pour tous. Il est logique que les États-Unis fassent... bah oui, qu'on aéré... ça va être... sinon on va avoir chaud. On est dit que les États-Unis fassent tout ce qu'ils peuvent pour aider à rétablir la santé de l'économie du monde, sans lequel une stabilité politique et d'une paix. Bah oui, on a besoin de la paix. Aura la paix. Comme nous. Sur son impossible. Excuse-moi. Impossible. Notre politique n'est rédigée comme aucun pays ni doctrine, mais contre la faim. Bah oui. La pauvreté, les désespoirs et le chaos. Le but doit être la renaissance d'une économie active dans le monde, afin soit créer les conditions politiques et sociales dans lesquelles peuvent exister des institutions de libre. Avant que le gouvernement puisse aider les Européens, doit exister un accord entre les pays européens sur les besoins de la situation et sur la part que ces pays prendront. Dans le document 1, qui s'adresse sur le plan Marshall, les Européens qui ont détruit par la guerre. Bah oui, ça aussi le plan Marshall qui a été détruit, qui ont détruit par la guerre, les Européens, et décident de reconstruire des bâtiments. Tout ça, ça va être un sacré boulot. Quelle justification le secrétaire d'État donne-t-il cette aide américaine pour rétablir la santé d'économie? Par exemple, stabilité politique et la paix. Quelle contrepartie impose-t-il aux pays volontaires? Eh bien, un accord serait signé par les Européens et les États-Unis et l'Union européenne. Excusez-moi. C'est les Européens et les... Si c'est eux, c'est les États-Unis, pardon. Excusez-moi. Bah oui, les États-Unis et les Européens, un accord sera signé. Ça. Pour voir dans le document 2, dans l'édition du plan Marshall, avec vivre par les aides d'américaines, le blé, charbon, vivre médicaments, pour aider à nous débrouiller toutes seules. Moi, seulement. Enfin, tout le monde. On débrouille toute seule. Il faut débrouiller tout seul pour aider quelqu'un. À l'américaine. Par contre, il y aura des problèmes. Excusez-moi. Il y aura des problèmes par la manière par les Américains. Les Américains, ça aussi, il y aura des problèmes. Je vous le dis. En Italie, positif, c'est une aide américaine
qui possède à apporter toute chose. En revanche, les États-Unis, c'est négatif. La mauvaise, c'est en Russie. Ils veulent enrichir par l'Europe les États-Unis contre la Russie. C'est pour ça que la Russie va menacer les Américains. Ça va commencer à avoir de la guerre froide contre la Russie et les Amériques. Ça, parce que avec les contextes politiques internationaux du plan Marshall, ça applique la guerre froide. La division du continent européen apparaît dès 1947 avec le plan Marshall. Il y a des divisions d'est en ouest, est du bien et en ouest du mal. Et ben la guerre commence. Parce que non, ouest c'est positif, c'est est négatif. Bah oui. Est, c'est la Russie, et en ouest, France, Espagne, enfin aussi. Avec lequel place les États-Unis prennent-ils pour les pays avaient accepté à l'aide américaine? Parce qu'ils représentent les alliés d'éco et poli, les protecteurs des pays menacés des Soviétiques. Il n'y a pas que la Russie, il y a aussi les Soviétiques qui veulent menacer par l'Europe et les États-Unis. Même la Russie aussi. Ça. Parce que les fractures entre l'Europe de l'Est, de l'Ouest et Est s'entraînera la guerre froide. L'Est, la Russie et l'Ouest du bien. Enfin, l'Ouest du bien et de l'Est du mal. Avec le début de la guerre froide en Europe et en Asie, la Russie fait partie de l'Europe et l'Asie. À quel moyen les Américains parviennent-ils à ravitailler le Berlin? Par avion. Partir en avion environ, il ne dure pas, mais à peu près un an. Ouais, un an. Parce que la ville de Berlin, l'URSS, organise un blocus sur le Berlin Ouest. 1948-1949. Au moins un an. Le président Truman réagit pour sauver l'avantage du monde libre, permettre de revitalement de la ville. Voilà. Et en 1989, le mois de mai 1989, le chute de Berlin. C'est le mur qui vont détruire le mur de Berlin et tombe. Pour ouvrir la ville de Berlin entier de l'ouest, est en ouest. Voilà. Bon, on va passer par la suite, parce que ça fait beaucoup à lire. On va dire, excusez-moi, pardon. Quel bilan les Américains peuvent-ils faire du conflit? Eh ben, malheureusement, un échec humain et politique. Ça va être pas bon du tout.
Voilà. En géographie, maintenant. En géographie... En géographie, on va parler du Grand Paris. On connaissait le Grand Paris. Eh ben, le projet du Grand Paris, c'est agrandir le métro, tout simplement, et même le transport en commun qu'ils vont construire pour éviter la pollution des voitures. C'est pour ça que en début des années, en plus, je veux dire, le projet va bientôt construire, enfin, prochains à venir, ils vont faire le métro au-dessus et même le train autour du périphérique pour éviter des bouchons. Parce que les automobiles a fait dans Paris, les automobiles, il y a beaucoup de pollution. Plus de millions population. Population. Pollution. La pollution. Millions de voitures qui traversent. Et ça peut provoquer des pollutions toxiques. Ce qui s'est passé à la Chine. Donc, il faut rédiger ça. Voilà. C'est pour ça qu'ils vont faire le Grand Paris pour construire des transports en commun, le métro, les tramways, le TER et RER. Voilà. Voilà. Et même parce que c'est pourquoi et aussi c'est pour ça qu'on appelle le Grand Paris, parce que aussi il y a deux aéroports, Orly et Charles de Gaulle. Charles de Gaulle dans le nord et Orly dans le sud. C'est le plus grand aéroport. Voilà. Et en plus, c'est la quatrième ville peuplée. Voilà. Maintenant, on va passer par la France. La France est le deuxième population derrière l'Allemagne, avec 66,8 millions d'habitants. Ça fait beaucoup. Et en Allemagne, 83. 83 ou 88. Bon. Mais on va dire plus de 80. Voilà. Le nombre d'immigrés. Le nombre d'immigrés en 2010, le plus grand c'est l'Afrique, avec 2360, et le plus bas c'est l'Amérique, 249. Et on est en deuxième, 2100. Et le troisième en Asie avec 791. Voilà. Le nombre d'expatriés selon leur destination en 2010. Le plus grand, le plus haut c'est nous. En Europe avec 608. En Afrique c'est en deuxième avec 512. En Amérique 288. Et enfin le dernier en Asie avec 192. Et je vais vous dire ce qui se passe dans l'origine d'immigrants et la distribution des Français. Les passes coloculaires de la France, ils ont besoin de main-d'œuvre. Et expliquer pourquoi on peut dire que la population française est ouverte sur le monde. Eh ben, sur expatriés français qui travaillent en Europe, mais aussi en Afrique francophone. Par exemple, en Algérie, les Français aussi travaillent dans le pays. Même aussi en Allemagne, en Belgique. Tous les pays. Voilà. Alors,
aspect de la puissance française. Eh ben, le premier, c'est l'économie. C'est dans le monde. Et en deuxième, c'est militaire. C'est en Afrique. En troisième, c'est francophonie. Francophonie, c'est en Afrique et en Amérique du Nord. Et 4, diplomatie. Diplomatie, c'est le diplomate. C'est dans le monde. Les diplomatiques. Diplomates. Et le dernier, c'est la puissance européenne dans l'Europe. Bah oui, européenne, c'est l'Europe. Il y a aussi l'européenne, il y a aussi Europe aussi qui fait pas partie de l'européenne, par exemple la Suisse. Mais attention, on va parler de ça. On a dit, on va passer dans autre chose. Paris, ville mondiale. Parce que depuis 90% depuis 500 plus grands banques, le plus grand banque, il y en a 500. 80% des firmes de plus de 500 salariés. C'est pas beaucoup. 66% des chercheurs, 53% des cadres, 50% du pensionnaire national d'innovation, 37% de l'emploi de haut niveau, 30% du PIB national, 20% de la population et 3% du territoire. Paris compte 2,2 millions d'habitants, soit en toute la région parisienne à peu près 12 millions. Depuis cette année-ci. À Paris, il y a 20 d'arrondissements. Parce que la situation géographique, c'est le carrefour. Bah oui, il y a beaucoup de carrefours à Paris. Parce qu'ils se croisent beaucoup d'une sur les autres. Il y a beaucoup d'aéroports, on a dit. Il y a 2 aéroports, Charles de Gaulle et d'Orly. Gare ferroviaire. Il y en a 6 à peu près. Il y a la gare Montparnasse, la gare du Nord, gare de l'Est, gare Saint-Lazare, gare de Lyon. Et je sais pas trop. Oh. Bon, il y en a plus de gares, on va dire. Citer les réussites qui font de Paris une ville monde. 4,5% de l'Union européenne et en plus c'est la deuxième IDE. Parce qu'il y en a 7 gares de TGV, il est marqué. 7 gares TGV. Voilà. Il y en a 7. Paris, la capitale incontestable de la France, avec les États, l'économie, finance, l'emploi, la recherche d'innovation. Il y en a beaucoup de musées qui visitent, même la tour. Il fait partie des 4 villes du monde. Voilà. Tiens, on va parler les quartiers d'affaires de la Défense. Là, vous connaissez, il y a aussi dans le quartier d'affaires de la Défense, et même grâce à une gigantesque tour, enfin plusieurs tours de la Défense, Grande Arche qui va faire l'Arc de Triomphe. C'est le deuxième quartier d'affaires en France. La première, c'est celle de Bar-Dieu à Lyon, et le troisième, au Lille. Voilà. Il situe des trois communes, la Défense,
Il fait partie des 3 communes, plutôt Courbevoie et Nanterre. Voilà. Dans l'activité à Paris, et même ouais, à Paris, les parcs et activités nationales, Parc des Princes, Élysée, Matignon, Assemblée, Sénat. Et l'activité internationale, c'est Roland-Garros, Sacré-Cœur, c'est à Montmartre, la Tour Eiffel, on connaît, l'UNESCO, le patrimoine mondial de l'UNESCO, Élysée, OCDE, la Défense, les quartiers d'affaires. Voilà. On connaît on a dit que on a dit que le projet va grandir. On appelle ça le nouveau Grand Paris. Depuis parce que le quartier existait dans les années 1950 et 1960. Grâce à qui vont construire les RER, enfin, et même le métro. Le métro, il va construire, faire le projet, le métro qui va en faire Orly vers Charles de Gaulle. Et même en LGV, ce qu'on appelle. Interconnexion. Voilà. Alors, bon, on va parler des collectivités territoriales. C'est ce qu'on appelle les territoires. La région, les départements et des communes. Les communes qui vont construire des écoles, les départements du collège et les régions du lycée. C'est des lycées. Et c'est qu'un exemple. Avec des logements sociaux, ce sont des communes et aussi excuse-moi. Les villes peuvent construire des cimetières. Les cimetières, c'est la mairie qui concerne à construire, mais il ne faut pas détruire, c'est très important pour le cimetière. Si jamais il y a des morts, s'il n'y a pas de cimetière, il risque d'avoir des problèmes. Les logements sociaux, les crèches c'est pour les petits. Les déchets, les routes, ça, et l'eau. Voilà. Maintenant, on va passer par les départements. Aide au logement, insertion sociale, tourisme, le port maritime, comme à Marseille, et même, ouais. L'entretien des cours d'eau et lacs, certains monuments classés, et des routes aussi. La région, c'est les aéroports, aménagement des territoires, les TER ou le TGV, ça aussi. Enfin, les TGV, c'est dans la France, c'est pas dans les régions. C'est la France qui possède le TGV. Mais la région, c'est TER. Les TER. Les transports et communications, même aussi le bus, ça fait aussi partie des départements et même des communes. Pour le bus. Voilà. Bon. Avec par exemple, les patrimoines mondiaux de l'UNESCO. Là, vous avez, on a déjà appris. Qu'est-ce que c'est le patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est des monuments qui possèdent de visiter des monuments, soit qui soient plaît ou pas. Par exemple, le Mont Saint-Michel, c'est un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour voir ce qui se passe, qu'est-ce que c'est son histoire, tout ça. Voilà. Avec les patrimoines, on fait aussi de faire quelque chose, par exemple,
de visiter. Voilà. Point. Même, excuse-moi. Excuse-moi. Bon, maintenant on va passer l'Union européenne avec l'économique et politique. On va passer par en 1951. Ce n'est pas encore l'Union européenne, mais la communauté européenne du charbon et de l'acier. Ce qu'on appelle comme ça encore pour les Européens qui travaillent sur le charbon et l'acier. Il y en a entre 6 pays d'Européens. En 1957, Traité de Rome institue la communauté économique européenne, CEE, c'est économie européenne, CEE, ce n'est plus CECA, il y a passé dans de CEE, communauté économique européenne, et crée une union douanique, des douanes, pour protéger les pays, si on passe ou pas, pour protéger les pirates, tout ça, et des crimes. En 1962, entrée en vigueur de la PAC, c'est politique agricole commune. En 1979, première sélection au Parlement européen. Ça, c'est le premier parlement du pouvoir du Parlement en Europe. En 1986, acte unique vise l'achèvement du marché intérieur et la réforme des institutions. Dans les années 90, traité de Maastricht institue l'Union européenne, crée une citoyenne européenne, porte de droits et libertés. Ça, à partir des années 90 est devenue l'Union européenne. Voilà. Européenne, je l'ai dit. Excusez-moi. En 1993, création du marché unique. En 1995, création de l'espace Schengen, ça dit quoi? Schengen. Oui, merci. Merci bien. Schengen, libre circulation des biens et des personnes. Dans les années 2000, mise en circulation, en 2002, mise en circulation d'une monnaie européenne, l'euro. C'est fini les francs, mais attention, il peut repasser les francs si on quitte l'euro, même dans l'autre monnaie. Dans les 12 pays. La France, l'Espagne, l'Italie, Belgique. Attention, pas le Royaume-Uni, parce que il fait partie de l'Union européenne, Royaume-Uni, mais ce n'est pas en euro, mais il est libre. En 2004, élargissement de l'Union européenne à 10 nouveaux pays, dont de nombreux États anciennement communistes en retard de développement. Ça. En 2012, traité de Lisbonne, réforme des institutions de l'Union européenne. Mais attention, depuis en 2016, un pays qui est sorti de l'Union européenne, il s'agit du Royaume-Uni, en Grande-Bretagne. Et cette année, la France a failli sortir de l'Union européenne à cause de changement de président. Mais si jamais si ça peut arriver ou pas. Voilà. La siège combination de l'européenne, c'est en Bruxelles. Et pour les banques centrales européennes, c'est les Francfort. De la Cour de justice de l'Union européenne, c'est à Luxembourg. Du Parlement européen,
c'est à Strasbourg. Voilà. Bon. Excusez-moi. Mais après, ils vont parler plus de l'Europe, même qu'ils vont ajouter ou enlever l'Union européenne. On sait pas. On sait pas quoi que ça va durer longtemps ou pas. On sait pas quoi. Voilà. Bon. Avec l'Union européenne de légaliser l'égalité, inégalité territoriale à réduire. C'est pour la région de tous les pays. Voilà. Le supérieur à 90% par exemple, nous, Belgique, un petit peu en Espagne, un petit peu en Italie. Et le moyen c'est en Portugal, Roumanie. Voilà. Mais on va parler. Emploi. 64% de population âgée de 20 à 64 ans. La retraite c'est à 65 ans. Devrait, même moins ou même plus, on ne sait pas. Devrait avoir un emploi. Innovation, 3% du PIB de l'Union européenne devrait être investi dans la recherche et le développement R&D. R&D, c'est recherche et développement. Innovation, 3%, on a parlé. Changement climatique. Les objectifs en matière de climat et d'énergie devraient être atteints. Ça, il faut être atteint de climatique. Parce qu'à cause du changement climatique, eh ben, la chaleur augmentée à cause de l'usine et même les centrales nucléaires, même le charbon, tout ça. Éducation de taux. Éducation. Le taux d'abandon scolaire devrait être ramené au moins de 10%. C'est très peu, 10%. La pauvreté, faire une sorte au moins de 2 millions de personnes ne soient plus menacées par le risque de pauvreté et de l'exclusion. Ça. Ouais, il y aura beaucoup de travail. Bon. Le plus fort, c'est à l'ouest, et le plus faible, c'est à l'est. Le PIB. Parce qu'en plus, le plus peuplé de l'ouest et le moins peuplé en est. C'est toujours comme ça. Comme c'est pauvre, l'est, le plus riche, même, c'est en l'ouest, en Europe. Qui indiquer quels d'autres contrastes marquent les territoires européens, la démographie. Le durable, c'est le changement climatique. Inclusif, c'est la pauvreté. Intelligent, innovation. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup de travail dans l'Union européenne, mais ça va durer longtemps. Enfin, peut-être au moins. Mais je pense que depuis des années, peut-être l'Union européenne va peut-être changer ou pas dans les jours à venir. Voilà. Voilà. Bon. C'est tout, ouais. Bon. Voilà, je vais pas lire pour que longtemps, sinon tu risques d'avoir des problèmes. Sinon les gens vont être ennuyés si je lis trop. Voilà. Voilà. Bon. Voilà. Les cours sont terminés. Et j'ai plus qu'à répondre demain. Parce que en examen français, histoire géo. Et après-demain, PSE et éco-gestion. Voilà. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous sera plu. Et ben moi aussi. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Excuse-moi. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Mettez à partager sur YouTube, même sur Facebook, même sur Twitter. Mettez un commentaire. Voilà.
et abonnez-vous. Voilà. Bisous à tous et à la prochaine. Ciao ciao. Les gens ici.